j'avais un jeune homme qui me disait des choses très déplacées à l'oreille, etc. Enfin, moi j'arrivais, j'avais 15 ans quand même. Et c'est là où j'ai travaillé, pour le coup, j'ai eu 2 très belles expériences, à Matignon et au Royal Monceau. Et à l'époque, on faisait les recettes de Pierre Hermé. Ah bon, le fric. Et du coup, des fois, j'arrivais à gagner le salaire de ce que certains de mes potes gagnaient en 2 jours de travail. Ouais. Cédric Grolet, c'est un peu le David Guetta des DJ. Et genre, t'as des personnes qui ont fait le meilleur pâtissier, ce genre de choses, qui l'ont reprise et qui ne m'ont même pas mentionné. Il fait les potins. On dira pas le nom, Ouais. mais il est dans le top 5 des pâtissiers. Bienvenue dans le podcast. Merci. L'effet papillon. Nouvelle invitée aujourd'hui, Juliette Henry, qui est une jeune pâtissière et qui est une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sur le thème de la pâtisserie et l'œnologie. Mais tu vas nous en parler un peu plus juste après. Je m'adresse aux personnes qui regardent le podcast. Merci pour les retours. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à commenter également. Je lis tous les commentaires. Je lis tous les DM que vous m'envoyez. Beaucoup de bons retours. Je suis très content actuellement. Le début du podcast est prometteur, donc on va continuer là-dessus. Du coup, Juliette, on va faire une présentation rapide pour que les gens puissent te découvrir. Alors, du coup, nom, prénom, âge. Nom Henri, prénom Juliette, âge 25 et demi. Très important. On dirait comme les enfants. J'ai 12 ans et demi. Métier. Waouh, alors, question compliquée. À la base, pâtissière, mais aujourd'hui, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, dans le milieu de la pâtisserie, du vin et autres. On en parlera après. Et autres. Un hobby. Waouh, mais j'en ai plein, mais le chant. Ouais, je l'ai déjà écouté chanter, et tu chantes très très bien. Merci. Une chose illégale que tu as faite dans ta vie. J'en fais pas beaucoup. Ah si, hier. Une chose illégale très récente. Ouais, exactement. Non mais c'est ridicule. J'ai juste pas payé mon titre de transport et je me suis pris une amende de 70 balles à l'hôtel de police en plus. Voilà. Grosse illégalité. Vraiment, là on est sur une caïra de premier plan. Là vous savez pas là. La chose dont tu es le plus fier jusqu'à présent. D'avoir réussi à me construire la vie de mes rêves, même si c'est encore en chemin de construction, mais avec tout ce que j'ai pu parcourir, ouais, de faire un truc qui m'épanouit. Ok. La chose qu'il faudrait retenir à ton enterrement. Oh putain, je déteste la mort. J'ai extrêmement peur de la mort. On rentre direct dans le deep. Que j'ai toujours tout fait en toute bienveillance et avec beaucoup d'amour pour tous les gens qui m'entouraient. C'est beau. Voilà. Magnifique. Alors on commence toujours l'effet papillon. Donc du coup pour ceux qui débarquent sur le podcast, comme j'ai dit tout à l'heure, on part d'un événement qu'il y a eu dans ton passé et qui a une incidence aujourd'hui. Ça peut être psychologique, professionnel, amical. Et j'aime bien au début faire l'effet papillon de la rencontre avec la personne que j'invite. Ouais. Parce que elle permet de montrer un peu comment d'un événement basique ou de quelque chose d'inopiné ou qui paraît pas incroyable sur le moment, on peut arriver à faire des choses qui sont beaucoup plus incroyables dans le futur et qui mènent à des belles rencontres ou qui mènent à des beaux... ça peut être des belles amitiés, des belles rencontres professionnelles, des beaux projets, etc. Donc du coup, l'effet papillon de notre rencontre, c'est Yamina qui nous a fait nous rencontrer, que je reçois bientôt dans le podcast également. Et c'est vrai, il y a eu 2 rencontres, il y a eu 2 effets. Il y a eu le premier, c'était un peu à l'arrache entre guillemets parce que il y a eu un événement, une inauguration qui n'a pas eu lieu finalement. Donc on s'est croisés rapidement, c'était pas très long. Mais moi ce qui m'a le plus marqué c'était plutôt sur le bateau. Vous avez eu un événement d'influenceuse pour l'office de tourisme du Cap Ferry il me semble. Non, d'Arcachon. Ouais. C'est ça ? Oui c'est ça, c'était pour mettre en avant non c'est pas des pagodes. Les bateaux tourisme, les bateaux ça. De tourisme ou qui te font faire le tour de l'île, etc. Ouais. Et donc du coup Yamina avait une place de plus et elle me dit moi j'y vais avec des copines influenceuses, on est obligé de faire du contenu, etc. Du coup il me reste des places, si tu veux venir avec nous vas-y. Vas-y. Alors c'est pas mon délire de base, je suis pas dans ce truc là d'influence, de réseaux sociaux, etc. Je connais Yamina, je connais Fiona. Toi, je t'avais déjà vu rapidement. Je fais allez, vas-y, let's go, on y va. Et on a passé une super journée sur le bateau, c'était trop cool. Ouais, c'était trop chouette. Et je me rappelle, t'avais une musique que j'aimais trop, qui était hyper appropriée. D'ailleurs, elle est dans mon feed Insta perso, genre sur un carrousel. C'est vrai ?
Je me rappelle plus du nom du titre, mais c'était un truc électro hyper chill avec l'eau et tout, genre. Ça me correspond bien. Ça allait trop bien, ouais. Et donc du coup, on a passé une super après-midi, c'était trop cool. On a bien mangé, on a bien rigolé, vous avez fait du contenu, on est rentré le soir, etc. Et après, on s'était revus plusieurs fois pour des déjeuners, des cafés, des trucs comme ça. Ouais. Et on a fait une fameuse vidéo, du coup, avec un concept que tu as développé, si tu peux en parler. Ouais, bah du coup, le concept s'appelle « Quelle pâtisserie es-tu ?» Et l'idée, c'est de rencontrer des artistes dans le monde musical. Donc toi, pour ta partie DJ. Et de cuisiner, enfin de pâtisser ensemble. En gros, la pâtisserie, si tu devais être une pâtisserie, qu'est-ce que ça serait ? Et donc nous, on avait fait le gâteau basque, puisque t'es basque. Et que t'es resté 30 ans de vie à ne pas connaître le gâteau basque, quand même. J'ai découvert le gâteau basque il y a 3 ans, 3-4 ans. Voilà. Alors que je suis basque et que je suis né à Bayonne. C'est ça. C'est une catastrophe. Je suis un petit gourmand, mais j'ai pas d'appétence à la cuisine, etc. Mais moi, j'ai kiffé le contenu que t'as fait. Et surtout, ce que j'aimais bien, mais on va en reparler un peu plus tard sur ton effet papillon, sur ton premier effet papillon. Moi, c'est la nouveauté que tu mets. Enfin, je trouve que tu dépoussières un peu le métier de la pâtisserie. Oui. En réinventant des nouvelles recettes, en switchant un peu une recette existante avec quelque chose de nouveau. Et ça, j'adore. Et c'est ça que j'ai kiffé dans ton contenu. Trop bien. Bah, d'ailleurs, sans transition, on va parler du premier effet papillon, qui est du coup la pâtisserie. Ouais. Qui a profondément changé ta vie parce que dès que tu as trouvé ta voie, tu t'es engouffré dedans et puis maintenant, tu vis de ça. Ouais. Et tu fais des trucs de ouf dedans. Du coup, est-ce que déjà tu peux me raconter rapidement comment t'arrives dans la pâtisserie et c'est quoi les débuts de ça ? Alors, à la base, moi, je voulais partir en cuisine. Faire de la cuisine. En chef, par exemple ? Ouais. Okay. Mon rêve, quand j'étais au lycée ou au collège, c'était de devenir chef cuisinière dans un restaurant étoilé. Ok. Et Top Chef a beaucoup contribué à ce rêve. Je pense que beaucoup de personnes, ça a créé des... qu'on appelle ça ? Ça a créé des vocations. Des vocations, non, mais clairement. C'est fou, hein. C'est tellement bien fait. Ouais, je regardais beaucoup à l'époque. Et du coup, j'ai fait ma première expérience en cuisine à l'âge de 15 ans, donc j'étais quand même super jeune. C'était pendant un été et j'ai vite réalisé que j'avais pas envie de continuer là-dedans parce que j'ai eu une première expérience assez traumatisante. C'était quoi ? Eh ben, milieu très misogyne, avec une team à 95% de mecs. Non, tu veux pas cuisine. Dire où c'était ? Non, mais c'était dans un petit patelin à Neuville de Poitou. Voilà. Il y a pas grand restaurant là-bas. Mais il avait une étoile à la base et puis au final le restaurant a fermé il y a quelques temps, il me semble. Et qu'est-ce que t'as ressenti quand t'étais là-bas ? J'avais un jeune homme qui me disait des choses très déplacées à l'oreille, etc. Enfin, moi j'arrivais, j'avais 15 ans quand même. Wow. Précisons-le. Donc ouais, compliqué. Genre toi, tu venais au travail et le mec il te faisait des blagues très déplacées ou même des remarques très déplacées. Ouais, par exemple, une fois j'étais en train de faire un fond de veau. Donc je sais pas si ça te parle, mais en gros t'as une espèce de grosse bassine avec un gros tamis et en fait c'est plein d'os et tout, c'est assez dégueu. Qui mijote en fait dans une sauce et donc du coup tu passes ces os pour en récupérer vraiment le jus concentré qu'il a du goût. Et en fait il faut passer genre avec il faut bien tamiser, etc. Et en gros j'étais au sol, enfin accroupi par terre parce que la bassine était par terre, qu'elle est énorme en fait. Et quand j'étais en train de faire ça, t'as le gars qui avait 18 ans, moi j'en avais 15, qui arrive et qui vient me chuchoter à l'oreille, t'es sexy quand tu fais ça. Et t'as 15 ans. Et j'ai 15 ans. Genre t'es pas là-dedans quoi, genre toi t'es juste en train de faire ton fond de veau quoi. Non mais grave. Pareil, en plein milieu de la cuisine, on me demande devant tout le monde, alors est-ce que t'as tes règles ? Enfin, tu sais, genre des trucs comme ça où en fait... Et puis moi, je suis trop naïve, donc du coup, je dis non, pourquoi ? Tu vois ? Et en fait, je réalise après coup que ça va pas. Enfin, je mange le midi, le mec me fixe. Le soir, je rentre, j'ai peur. Enfin, l'enfer. Du coup, j'ai fini plus tôt que ce que je devais finir là-bas. Et je me suis dit, je crois que je vais plus partir dans un truc un peu plus soft. Je crois que c'est plus des nounours en pâtisserie. Ça, c'est vraiment cette expérience qui t'a dégoûté de continuer là-dedans. Ouais. Si t'avais eu un bon feeling et que t'as vu des chefs, etc., qui étaient vraiment cool avec toi, je pense que t'aurais poursuivi... mais je pense que globalement, on en reparlera, mais toutes les expériences que j'ai vécues en pâtisserie ont fait que... Bon, après, je pense que c'est plein d'éléments les uns additionnés aux autres, tu vois, qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là et je bosse pas dans une pâtisserie et tout, mais c'est vrai que j'ai commencé avec des expériences vraiment compliquées et genre j'ai pas supporté. Tu penses que toi t'as eu qu'une expérience dans la cuisine, mais peut-être que tu connais d'autres personnes dans ces milieux-là, etc.
Est-ce que tu penses que ce phénomène de sexisme, etc., il y en a beaucoup à ton avis dans les cuisines? Oui. Ah oui, beaucoup. T'as des retours là-dessus? Il y avait une fille qui était dans ma promo à Ferrandi, puisque j'étais à Ferrandi, qui avait créé un groupe qui est une grosse influenceuse, ça s'appelle Je m'emballe clito, son compte. C'est un truc féministe et tout. Et en fait, elle avait créé un compte qui s'appelait Jeudi non chef. Et en fait, j'étais dans le groupe de récolte des témoignages pour en fait balancer tous les témoignages justement de harcèlement qu'on avait pu avoir dans le milieu de la gastronomie. Oh là là, mais il y avait des trucs, mais c'était vénère. Moi, je me dis ce que je lui ai dit comme info, c'était rien par rapport à ce que certains. Il y en a qui ont pris, il y a des femmes qui ont pris. Mais genre à base de casseroles balancées dans la tête, enfin des trucs vénères. Oh wow. Ah, c'est chaud. Non, vraiment, mais je pense que ça avance et ça s'améliore et qu'il y a plusieurs mentalités. T'as ceux qui ont été traumatisés et qui veulent pas perpétuer ça, et d'autres qui se disent, moi j'ai souffert, en fait c'est comme ça, et en fait du coup je vais être pareil. Et puis après t'as ceux qui prennent aussi un peu toutes sortes de substances qui les rendent un petit peu tarés, je pense. Mais tu vois. On n'a pas l'impression quand on est extérieur à ça, qu'il y a autant de dingueries en cuisine. Ouais. Après, il y a des endroits où franchement c'est hyper bienveillant, ça se passe super bien et tout. Mais c'est pas une généralité. Mais c'est vrai que t'as pas l'impression d'avoir tous ces trucs-là en cuisine, t'as l'impression que c'est hyper clean, hyper tranquille. Pas du tout en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc du coup, en fait, je me suis dit à ce moment-là, vas-y, je vais partir plutôt en pâtisserie et tout. Et donc, j'ai décidé directement après mon bac littéraire de partir en pâtisserie. J'ai été refusée pour le bachelor que je voulais faire à Ferrandi la première fois. Pour quelle raison, je sais pas exactement, je pense que j'étais un peu jeune. Et du coup, j'ai été prise plutôt pour le CAP post-bac, toujours à Ferrandi. Donc j'ai fait 1 an de CAP post-bac et après j'ai rejoint directement la 2e année du bachelor de pâtisserie. Et c'est là où j'ai travaillé, pour le coup j'ai eu 2 très belles expériences, à Matignon et au Royal Manceau, où là c'était vraiment des équipes trop chouettes. Comment t'es rentré dans l'équipe à Matignon ? Alors, je faisais du babysitting depuis le lycée pour gagner un petit peu de sous, et en fait la maman de l'enfant que je gardais connaissait un des gendarmes qui travaillait à Matignon, m'a mise en relation avec le gendarme, et du coup de fil en aiguille j'ai eu rendez-vous avec Gaël Clavière, qui est le chef pâtissier là-bas. Tu vois ce que je trouve fou dans ces trucs-là, par exemple, tu vois, c'est même ça, c'est un effet papillon en soi. Oui, de fou. Tu vois, à la base, tu fais juste du babysitting pour gagner un peu d'argent. Oui. Et en fait, tu tombes sur cette dame qui connaît cette personne, qui te met en contact. Enfin, c'est fou. Moi, c'est vraiment ça que j'adore dans l'effet papillon. C'est que n'importe lequel de tes choix, de tes trucs que tu fais, ça peut découler sur des choses qui sont incroyables. Et fou. Ouais. Tu fais du babysitting à la base, tu vois. Ouais, non, mais grave. Grave. Donc, tu rentres à Matignon ? Oui. C'est comment ? C'est pas trop cool parce que je passe de... Matignon, c'était à quel moment de la politique ? C'est quand il y avait Cazeneuve. Je me rappelle, un jour, j'étais en train de manger mes petites frites, là, et puis j'ai eu Bernard Cazeneuve qui rentre comme ça. Personne ne m'avait prévenu. J'étais là, ah, bonjour. Bon, je savais pas trop qui vous étiez parce que je suis pas trop la politique, mais sinon, tout va bien. Ouais, c'était à cette époque-là. Ok. En 2018, je crois. Un truc comme ça. Et c'était super bien parce que juste avant, j'avais eu une autre expérience catastrophique qui avait été une de mes premières en pâtisserie aussi, qui était dans une petite boulangerie-pâtisserie réputée pour être super bien en banlieue parisienne. Et c'était une catastrophe. Alors là, pareil, harcèlement, tout le tralala, ça peut y aller, quoi. Et donc du coup, j'étais sortie de ce stage, j'avais mis terme plus tôt aussi. Donc quand je suis sortie de là-bas, il m'avait dit tu vas voir. Ça doit être dur d'enchaîner 2 mauvaises expériences comme ça. Bah après il y avait quand même un temps, mais. Non mais tu vois, genre ça peut être très vite découragé en te disant, enfin, techniquement on devrait pas avoir 2 expériences dans sa vie d'harcèlement et de trucs négatifs ou sexistes, etc. Et alors je pense que ça pourrait démotiver énormément de monde. Enfin tu vois, t'es une femme, t'arrives sur 2 expériences très reloues. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient abandonné le truc en mode. Il n'y a pas un moment où je peux être tranquille et je peux être juste une femme qui cuisine et qui prend du plaisir. Ouais, non, donc franchement, t'as quand même le mental pour te dire, ok, c'est une mauvaise expérience, mais c'est pas une généralité. Ouais, c'est ça. Mais donc après, tu vas à Matignon. Et donc après, je vais à Matignon. Donc là, c'est une super expérience pour toi. Ouais, en plus, bon, voilà, tu fais des horaires qui sont très soft, parce que c'est Matignon, c'est une institution publique, donc forcément 35 heures, machin, c'est bien respecté. Pas comme dans le reste où en fait on te dit 35 heures sur le papier, mais quand même c'est pas du tout 35 heures. 72 heures. Ouais, plutôt. Et du coup, non, ça se passe super bien. Gaël Clavière, qui d'ailleurs,
trop cool parce que, on en parlera après, mais je suis en train d'écrire un bouquin et il fait la préface de mon livre. Donc, trop chouette, enfin, je suis trop contente. Et donc, lui, il avait vraiment ce goût de la transmission. En vrai, un chef qui est passionné, qui a envie de transmettre sa passion, tu vois, à ses élèves, les apprentis ou les stagiaires. Qui n'est pas quelque chose que tu retrouves partout, quoi. Enfin, moi, j'avais connu un chef qui était horrible avant. Et puis, à mon avis, qui a le goût de l'excellence. C'était à Matignon, c'est qu'à mon avis, les exigences doivent être très hautes. Et puis, une personne, vraiment, c'est quelqu'un qui a une grande personnalité. Tu vois, il se dit le Salvador de la pâtisserie. Il avait sa grande moustache. Il fait des assiettes hyper colorées. C'est limite des peintures, le truc, avec plein de dessins et tout. Et ouais, non, chouette expérience, vraiment. Matignon, rien à dire, quoi. C'était trop bien et ça s'est super bien passé. Si tu devais retenir une chose de Matignon. Je pense que ce qui me vient fort, c'est que vu que c'est des cuisines qui sont ouvertes, ça devait être tout le temps ultra clean et organisé. Tu pouvais pas te permettre de faire une erreur en termes d'hygiène, etc. Ouais, donc ultra clean, ça m'a appris vraiment cette rigueur et cette organisation. J'adore les cuisines. J'adore les cuisines ouvertes, je trouve ça incroyable. Ouais, je trouve que c'est pareil con, mais je trouve que c'est un gage de qualité. Ah, mais vraiment. T'es obligé. Oui, tu peux pas tricher. Ouais. Pas comme une arrière cuisine où c'est noir et tu vois pas ce qu'il y a. T'es obligé d'être. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, très jeune, au début je voulais être chef aussi. Ok. Le problème, c'est que. En fait, ça m'a fait penser à ça quand tu m'as dit j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, c'est pas dans le CC, mais quand tu m'as parlé de mauvaise expérience, je viens d'avoir un flash là-dessus. Je voulais être chef aussi. Ouais. Et j'ai fait mon premier stage comme toi dans un étoilé qui s'appelle la Table des Frères Barbour. Je connais pas. C'est au Pays Basque. Ok. Et du coup, j'étais genre le petit commis, tu vois, normal, tu vois, j'avais 15-16 ans également. Et le problème, c'est que moi, j'aime pas les animaux morts. J'ai un problème avec ça me paralyse. Et j'arrive premier jour, au début je coupe les radis, des trucs comme ça et tout, je fais trop bien, je vais être chef moi. T'es 15 ans, tu vois, immature. Il t'amène un pigeon mort. Et en fait là, il prend un énorme plateau, il y avait que des pieds de porc. Oh. Et il fallait les brûler au chalumeau, brûler les poils au chalumeau. Ouais. Je suis rentré le soir, j'ai dit à ma mère, je ne veux plus être chef. Ah ouais, non mais oui, dans la cuisine c'est trash, hein. Ouais. Quand tu vois dans l'assiette, surtout dans les étoilés, tu fais, wow, c'est magnifique. Ouais, mais derrière... Mais c'est horrible la préparation. Ouais, et donc quand j'ai vu les 20 pieds de porc comme ça, avec tous les poils et qu'il fallait les cramer, je fais, laisse tomber. On va partir en école de commerce. Ouais. Bref. Et donc du coup, t'as eu Matignon, très bonne expérience. Oui. On reparlera du coup de ton livre après. Et ensuite, tu m'as dit t'as une deuxième expérience. Suite à Matignon. Et le Royal Monceau. Qui est une très bonne institution également. Ouais, un palace. Comment t'es pu rentrer dedans ? Le Royal Monceau, c'est via mon école. Ils ont des contacts. Parce qu'ils envoient leurs élèves dans des endroits, tu vois, différents. Et donc, moi, on m'a proposé le Royal Monceau. Et voilà, j'ai passé l'entretien. Et c'est bien passé. Et oui, très bien. Et à l'époque, on faisait les recettes de Pierre Hermé. Okay. Donc en fait, c'était signé Pierre Hermé. C'est pas lui dans les cuisines, hein, mais voilà. Et c'est lui qui a la conception de la recette. Carte, ouais, c'est ça. Mais après, c'est vous qui travaillez. Ouais. Qu'est-ce que t'en tires de cette expérience ? Alors c'était hyper intéressant parce que là, du coup, un palace, c'est différent. T'as la partie tea time, t'as la partie petit déjeuner, t'as la partie pâtisserie boutique. Enfin, il y a plein de parties. T'as la partie restaurant aussi. Donc en fait, ça tourne tout le temps, c'est-à-dire que le matin très tôt, t'as celui qui vient pour le petit déjeuner, ensuite ça tourne avec celui qui va être pour le tea time, t'en as qui sont dans les restos pour faire le service et tout, donc j'ai pu toucher un petit peu à tout. Là, vu que t'as 20 milliards de préparations à faire en même temps, tu t'organises à fond. Bah écoute, en fait, au final, on est tellement habitué que pendant que, en fait, c'est vraiment apprendre à ton temps, tu l'optimises. C'est-à-dire que pendant que ta gousse de vanille, elle est en train d'infuser dans ton lait, en même temps, tu fais ta pesée pour tes madeleines. Et pendant que ton truc, il est... Enfin, en fait, c'est vraiment genre juxtaposer les trucs pour t'organiser. T'as le timing d'un truc. Pendant ce timing-là, t'as le droit de faire un autre truc. Voilà. Tu peux pas faire truc, attendre. Non. Et ça n'existe pas. En pâtisserie, ça, c'est vraiment la base. Genre l'organisation comme ça, tac, 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 dans ta tête et tout. Ça, je trouve que pour moi, c'est de la physique. Ah ouais, voilà, c'est... Incroyable. Et puis après, t'es habitué, tu vois, c'est aussi... Tu prends le move, etc. Et puis, c'est hyper organisé, pareil, genre pour tout ce qui est hygiène, les dates de péremption, tout est ultra organisé. Puis t'as des quantités de fous, quoi. Donc, en fait, t'es là, t'as je sais pas combien de macarons qui sont prêts, tu dois tous les pocher à la suite, etc. T'as rencontré Pierre Hermé ? Ouais, plusieurs fois. Enfin, il est venu, je sais plus combien de fois, mais en tout cas, je me rappelle d'une fois, il est venu et en fait, il fallait pas faire de bruit quand il était là. Du coup, moi, j'avais ma crème, il fallait que je la mixe. J'étais là, je fais comment ?
Je fais comment ? Pourquoi il fallait pas faire de bruit ? Parce que Monsieur Hermé est là, donc voilà. C'est tapis rouge. Donc du coup, bon, ouais, je l'ai rencontré, mais on n'a pas parlé nous. Enfin, il venait pour faire les testings, valider ou pas, voilà. Qu'est-ce que tu retiens du Royal Monceau ? Pareil, en fait, vraiment travailler dans une grande propreté, hyper organisée, la minutie, vraiment, c'est que genre, s'il y a un petit pet sur un truc, tu le passes pas. Malheureusement, moi, le point négatif, c'est vraiment l'exigence plus. Ouais. En revanche, je trouve qu'il y a un truc vraiment qui devrait être amélioré, c'est en termes de gâchis. Je trouve qu'il y a trop de gâchis. Okay. T'as pas forcément le droit de remporter chez toi parce que ça peut être considéré comme du vol. Enfin, en fait. C'est très limité à ce niveau-là. Ouais. Après, il y a pas d'évolution. Écoute, je sais pas, moi, depuis que je suis partie, en tout cas, s'il y a des initiatives qui sont prises là-dessus, ce serait bien parce que. Après, ce qui n'est pas mangé part au self pour les gens qui mangent le midi. Et tout n'est pas mangé, tu vois, mais tout le reste est jeté, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment l'excellence. Mais c'est le problème de toute manière, comme dans l'événementiel. Enfin, tu vois, t'as des milieux comme ça où la bouffe, souvent. Ou la mode, même plein de trucs. Oui. Et souvent, dans le luxe, généralement, ils jettent plutôt que de donner. C'est ça. Pour le côté l'image, etc. Il y a beaucoup de choses qui dégagent de ça. Okay. Donc, du coup, ces expériences-là t'ont donné envie de te former et d'être à fond dans la pâtisserie. Oui, et à la fois, je savais que j'étais pas alignée avec tout ça. Avec le métier de pâtissière ? Du moins, d'être dans un endroit, tu vois, où je pâtisse tous les jours la même chose. Même si d'être, par exemple, dans une pâtisserie de quartier, ou de... C'était pas du tout ton... ou même dans un grand établissement. Ouais. Faire les horaires traditionnels et ça te correspondait pas ? Non, je me sentais pas. Je sentais pas que en fait la vie d'une tierce personne que j'avais en face de moi, tu vois, qui avait ce métier-là, je sentais pas que ça me donnait envie. Tu trouves pas ça. Ah ouais, ça se ressent ? Dans le sens où tu vois, les horaires. Après, c'est des métiers durs. Hein. Ouais, c'est ça. Déjà, t'es décalé de tout le temps, de tout le monde. T'arrives chez toi, tu sens la farine, le beurre, le sucre, donc tu te douches, tu te mets en pyjama. Il est 18h. En fait, t'as juste la flemme de ressortir parce qu'en fait, t'es super fatigué. En plus, le lendemain matin, tu dois te lever à 4-5 heures. Voilà, c'est ça. Donc déjà, le rythme. Le fait aussi, je pense que j'ai été beaucoup dans des... Tu sais, c'est des souterrains. Moi, je suis une nana, dès qu'il y a un rayon de soleil, je me... Ah ouais, en cuisine en général, c'est mort. Donc là, voilà, tu vois pas, t'as pas le contact avec les gens, t'as pas les retours, en fait, des gens, de ce qu'ils peuvent penser de ce que t'as fait, etc. Donc voilà. Et puis, c'est ça, j'avais l'impression de compter mes jours, en fait. J'étais pas totalement épanouie, mais ça se passait bien, tu vois, mais j'étais pas épanouie cette période. Bon, au final, si on sort un peu de la pâtisserie, c'était plutôt le côté salariat qui te plaisait pas, finalement. Oui, non, clairement. On en a parlé dans d'autres podcasts, que ça correspond pas forcément à tout le monde. Ouais. Et du coup, t'as préféré te diriger un petit peu vers la création de contenu. Ouais, alors ça a été... Il y a eu plein de trucs entre temps, tu vois, mais je sais que... La transition entre... Parce que du coup, on va arriver à ton deuxième effet papillon, qui est du coup la création de contenu et le fait de se développer sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, Instagram a pris une grosse place dans ta vie. Ouais. Tu comptes combien d'abonnés actuellement ? Sur Insta, 150 000. Après, en tout, je sais pas, 180, un truc comme ça avec TikTok. Toutes plateformes confondues. Mais c'était quoi la transition du coup entre « Ok, je viens de sortir de mes expériences de pâtissière, etc. » Ouais. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, j'ai appris l'exigence, j'ai appris la qualité, j'ai appris la perfection, j'ai appris avec des grands chefs, etc. Ça me plaît pas parce que leur vie ne me correspond pas et je ne veux pas faire du salariat de cette façon et avec ces horaires, etc. C'est quoi la transition entre ce moment-là où tu dis « Ok, je sais que ça, je ne le veux pas » et ta nouvelle... ton nouvel envol pour les réseaux sociaux? Ouais, il y en a plein, des transitions. Parce qu'en vrai, j'ai été diplômée en 2019 et on est en 2024. Donc ça fait 5 ans et ça fait que 1 an que je vis de la création de contenu là. Quand j'ai fini mes expériences en pâtisserie, j'ai décidé de déménager à Bordeaux et de découvrir le monde du vin. Et donc là, je voulais plus bosser en pâtisserie. Pour mon dernier stage, en fait, c'était le stage de ma dernière année, donc j'ai bossé dans le vin. J'ai fait une saison en œnotourisme au Château Lagrange. Et là, j'étais ouverte aux gens, au monde. On échangeait, je leur faisais visiter les vignes, je leur faisais déguster le vin et tout. J'ai appris des nouvelles choses et j'ai adoré. C'est là où je me suis dit, en fait, j'adore être au contact des gens. Je crois que je suis pas si timide que ce que je le pense. Je crois que j'arrive bien à m'exprimer. Et donc, à ce moment-là, ça m'a ouvert encore plus l'horizon.
Et ça m'a convaincu que j'avais pas envie de retourner en pâtisserie purement et durement, tu vois. Okay. Et donc, suite à ça, il y a eu le Covid. Donc, voilà, c'est une période où je me suis un peu cherchée, j'ai fait pas mal de choses, j'ai eu plusieurs expériences. Moi, j'ai essayé de me lancer, de faire des projets, notamment une série documentaire avec un pote où on partait voir des vignerons sortis des sentiers battus. Donc pareil, j'allais à la rencontre des gens, j'avais des contacts humains de fou, buvais des vins incroyables, j'étais libre, on faisait des belles images, c'était trop bien. La belle vie. Voilà. Ensuite, suite à ça, j'ai lancé des box où j'envoyais pendant le confinement des box avec la petite bouteille de vin, la recette aux gens, etc. Et donc mensuellement, ils pouvaient avoir tout était homemade. Ouais, tout fait toi-même. Ouais. Ça a été vraiment créé pendant le Covid. Oui, ouais. C'est fou. J'avais fait tout mon site. Je trouve que le Covid, ça a donné... alors, il y a eu plein d'effets négatifs. Oui. Mais l'effet positif du Covid, c'est que des gens se sont révélés. Ouais, vraiment. En création. Ouais. Et il y en a plein qui ont créé des petits trucs, qui ont lancé leur petite boutique, leurs petits projets, etc. Ouais, grave. Et je trouve ça génial. Bah, ouais. Et puis, tu vois, faut en avoir envie. Parce que tu vois, faut se rappeler du moment. Covid, on sait pas ce qui se passe. On pense que la fin du monde est dans 1 mois et demi à peu près. On va tous crever. Tu sors, limite, les gars, tout le monde est avec des gants, tout le monde a peur et tout. Mais il y en a quand même qui disent putain, ça peut être sympa de créer un truc, etc. Comment t'as réussi à développer ce projet en plein Covid alors qu'on pouvait rien faire? Et ben justement, c'était une alternative, parce que moi, à la base, je voulais pas forcément faire un truc où il y avait plein de logistique comme ça, mais c'était la seule chose que je pouvais vraiment faire, donc envoyer les gens d'un point A à un point B, leur envoyer des box, quoi. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais, j'ai créé le site internet toute seule. Les références des vins, c'était les vins que je connaissais, ce que j'avais appris à déguster, etc. jusque-là, et puis je faisais les recettes. En fait, je réfléchissais à des recettes que je pouvais mettre en accord avec la cuvée en question. Je filmais la vidéo sur YouTube, je la postais sur YouTube, je faisais le petit QR code qui allait dans la boîte de la box, et j'avais une petite déclinaison, par exemple en bougie, genre les arômes du vin dans une bougie, tu vois, ça faisait une petite box, ou en confiture. Tu t'es chauffé, hein. Ouais, je m'étais donné, et je communiquais sur Instagram, j'avais une petite base d'Insta que j'avais depuis un petit moment, et que j'avais un peu développée quand j'étais en pâtisserie. C'est quoi une base pour toi? J'avais 3000 abonnés. Ok. Et du coup... C'est fou. Je pensais genre 20 000 abonnés et tout. Non, 3000 abonnés, tu vois, tu peux déjà commencer à faire quelque chose. Ouais. Et t'avais des bons retours déjà? On peut parler chiffres un peu ou pas trop? Ouais, il va pas y avoir grand chiffre. Hein. Non, mais tu vois, moi j'aime bien aussi montrer, tu vois, que sur les projets, on n'est pas obligé d'avoir des réussites à 3 milliards à chaque fois. Non, et que, tu vois, moi, sur les podcasts, tu vois, on a parlé d'échecs, on parlait de ma boîte qui s'est foirée, même les autres invités ont parlé des trucs qui ont raté. Ouais. Je trouve ça intéressant également de voir ce qui a marché, ce qui a pas marché, et ce que t'en tires surtout derrière ça. Ouais, moi, ça m'a beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses, même quand tu montes une entreprise. Enfin, tu vois, plein de choses. Aujourd'hui, peut-être que j'en ai oublié certaines parce que tu sais, après, quand tu pratiques plus, voilà, mais j'ai appris à faire un site internet de A à Z, à juste faire 1h30 de route aller, 1h30 de route retour pour faire 3 colis et demi. Parce que oui, en vrai, je vendais presque rien, tu vois. Mais je continuais parce que je voulais essayer, je voulais tenter, je voulais voir. Ça t'animait et puis, je sais pas, parce que par exemple, quand t'as lancé ça, t'as eu combien de commandes au début? Je me rappelle pas, mais genre en vrai, peut-être 15. Je trouve que, je sais pas si t'as ressenti la même chose, mais par exemple, moi quand j'ai lancé ma boîte dans la food tech, ma première commande, j'avais l'impression que c'était 1 milliard. Ah oui. Là, comment tu sais, la sensation de ça veut dire qu'il y a une personne qui est venue à toi, qui a fait le chemin de conversion, etc., qui a acheté ton truc, et genre ce client il vaut 10 milliards tellement t'es fier de c'est un truc que tu sors de toi et quelqu'un te le prend. Non mais grave. Oui, et à la fois je crois qu'il y avait beaucoup de gens de mon entourage, tu vois, des amis de mes parents et tout qui me soutenaient, qui voulaient t'aider, mais que ça intéressait vraiment, tu vois. Mais en même temps la box est folle. Ouais, bah franchement oui. Enfin, c'est pour ceux qui ne voient pas forcément l'envers du décor et tout, faire une vidéo, c'est fucking long. Ouais. Faire une vidéo, on voit ce qu'il y a. Oui. Hein, c'est beaucoup de taf. Trouver des accords, trouver la recette, écrire la recette, les QR codes, le packaging. Ouais. Oh. Faire les confitures maison, faire les bougies maison, faire les trucs. Et quand tu te dis, oui, je vends pas beaucoup de commandes et tout, mais vas-y, fuck, on y va. Ouais.
Enfin, tu vois, c'est une motivation et même une force de caractère. Franchement, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Ah non, c'est vrai que c'était... franchement, j'étais grave... j'étais à fond, hein, j'étais vraiment à fond. Je faisais mon site internet toute la night et tout. et en fait, après, il y a eu l'été où on pouvait ressortir post-Covid. Donc forcément, j'avais envie de lâcher un peu et de refaire des restos avec des potes et d'aller juste dehors, tu vois. Et donc en fait... Comme tout le monde. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'étais revenue vivre chez ma mère à Paris et je voulais retourner à Bordeaux. Et donc j'en ai profité pour... j'ai cherché un taf sur Bordeaux et je me suis dit vas-y, je vais me prendre un taf pendant un moment et comme ça peut me permettre de vivre à Bordeaux et de développer mes projets après à Bordeaux. Et donc du coup, je bossais dans un bar à vin et là j'ai décidé de vraiment lancer vin et pâtisserie comme je voulais le faire à la base, c'était dans l'événementiel. Donc pouvoir avoir ce contact avec les gens et donc de décliner plutôt que d'envoyer des box aux gens à la maison, leur faire vraiment une pâtisserie hyper délicate, etc. Mais sur place, sur des événements. Donc là le concept c'était de créer des pâtisseries sur mesure pour certaines cuvées, que ce soit dans des châteaux ou chez des cavistes, etc. Okay. Voilà. Et donc du coup j'ai développé ça pendant un peu plus d'1 an. Franchement j'ai tout donné. Alors vraiment j'ai donné de ouf. Tu sais, t'es tout seul, c'est compliqué parce que le milieu de l'événementiel c'est quand même un milieu, tu vois. De requins. Il y a énormément de gens en plus qui sont déjà sur le terrain de la food. Et moi, j'arrive avec un concept qui est innovant, donc c'est à la fois ma force et mon frein, dans le sens où vin et pâtisserie, il faut vouloir payer le prix de ça, parce que c'est quelque chose d'haut de gamme. C'était quoi on payait le fait que tu viennes pour... Ouais, on payait ma prestation et la production des pâtisseries. J'avais, imaginons... Mais fais-moi un cas concret. Moi, je suis un client, Je suis un client. Ouais. Comment vin et pâtisserie arrive dans ma société ? Eh ben, en gros, par exemple, j'avais travaillé avec le château Malescas, qui est à Bordeaux, et Camille, qui était en charge de tout ça, faisait des visites, dégustation en château, pour des gens qui venaient pour découvrir le vin de manière un petit peu plus innovante, tu vois, plutôt que de juste goûter le vin. Et elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien un atelier vin et pâtisserie au château, est-ce que tu peux me faire des pâtisseries pour telle cuvée et telle cuvée ? Donc moi, je lui ai dit, ok, on va faire tant de pâtisseries, ça sera tel goût, je leur envoyais des petits croquis, etc. pour faire les propositions. Ouais, elle m'envoyait les vins pour que je les déguste, ensuite je créais les pâtisseries, je lui envoyais ma proposition, et ensuite je faisais les pâtisseries, j'arrivais avec mes grosses caisses sur place, je me débrouillais, tu vois, je louais une voiture et j'arrivais sur place, et j'animais la dégustation en disant genre voilà, ça c'est tel truc, alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir tel arôme, telle texture, etc. Et donc ça faisait vraiment une dégustation. T'es une vraie passionnée, hein. Ouais. Et je gagnais très peu d'argent avec ça, en fait, parce que il y avait tellement de frais, c'était tellement de temps. Je pense que le temps investi et le paiement de la prestation n'étaient pas du tout équivalents. Ah non. Tu travaillais beaucoup plus que ce que tu devrais pour le tarif qui te donnait. Aujourd'hui, je m'en rends compte, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que le truc, c'est que j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont dit franchement, le concept est trop bien, j'ai goûté, c'est trop bon, je veux trop ça sur ma prestation, mais derrière, ça signait pas en fait. Qu'est-ce qui fait que ça marchait pas ? Avec le recul, écoute, qu'est-ce que tu trouves qui pêchait dans ton projet ? C'est comme ce que je disais, c'est que c'était quand même quelque chose d'hyper innovant, donc il faut vraiment le vouloir et pouvoir mettre aussi les sous dedans, parce que plus ça allait, plus je me rendais compte qu'il fallait que j'augmente mes tarifs, parce que j'étais pas du tout assez cher au début. Donc forcément, je peux pas proposer les mêmes prix que quelqu'un qui t'apporte des buns tout con ou tu vois, ou des club sandwich, genre. Je peux pas, c'est pas le concept. Moi, je voulais vraiment rester haut de gamme. Donc il y avait ça. Les domaines viticoles, je pense qu'à une période, c'était assez compliqué aussi pour eux niveau argent. Surtout que sortie de Covid. Voilà, déjà, je pense. À mon avis, ça a eu une grosse influence aussi. Ouais. En fait, quand tu remets dans le truc, on sort du Covid. Ouais. Personne n'a d'argent. Ouais. On sait pas exactement, parce qu'en plus, il y avait eu les confinements, déconfinements. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait. On est dans une merde noire avec le travail parce que tout le monde perd son taf, tout le monde essaie de faire de l'argent, mais il y a plein de trucs qui ferment, les restaurants, les trucs et tout. Il y a beaucoup de viticoles qui sont reliés au restaurant. Ouais. Enfin, personne n'a d'argent finalement. C'est ça. Et je pense que ton projet aurait pu être innovant, mais il arrive au mauvais moment, quoi. Ouais. Non, franchement, moi je pense que j'ai toujours été persuadée que ce projet pouvait aller très très loin, parce qu'en plus, vin et pâtisserie, tu vois, ça se fait pas vraiment, à part dans des restaurants où ils vont te proposer un vin sur le dessert. Vraiment la combinaison des deux est rare. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais en fait, juste j'en parlais pas mal avec mon père qui est très investi aussi dans mes projets et qui me disait, moi je pense qu'il y a un truc aussi avec l'alcool, les gens boivent plus d'alcool, bon ça je suis vraiment pas sûre. Mais
Écoute, du coup, je me suis dit, il y a un truc qui prêche, je sais pas exactement quoi, mais il faut que je me réinvente, il faut que je trouve une autre manière aussi, tu vois, De rebondir. Voilà, parce qu'il faut que je gagne ma vie, en fait. Enfin, là, ça fait 3 ans, moi, que je suis diplômée. Il faut de l'oseille. Ouais. Du coup, c'était quoi la solution ? Eh ben, j'ai toujours fait beaucoup de vidéos sur les réseaux. J'ai toujours eu... À un moment donné, je faisais de la photo aussi. Enfin, tu vois, genre... Et donc... Ça te vient d'où, là, cette passion de photo, vidéo, etc. C'est naturel ou... Ouais, j'ai l'œil. Mhm. Je pense que de toute façon, c'est ma sensibilité globale pour l'art et les choses minutieuses, etc. Tu vois, genre, c'est vrai que j'ai quand même des facultés dans tout ce qui est artistique. Et donc, je pense que c'est lié à tout ça. Tu vois, c'est aussi le fait de voir les belles choses. Genre, je pense que quand t'es un bon vidéaste ou un bon photographe, il y a aussi, enfin, t'as cette compétence à voir les petits détails qui vont changer, tu vois, la chose. Ouais. Moi, je me balade dans la rue, je suis là, oh putain, ça ferait une trop belle photo. Maintenant, j'essaie de juste vivre le moment, tu vois, mais parfois, je suis là, putain, ça serait incroyable. De fou, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Donc ouais, voilà, et en fait, je me suis dit, bon là, sur Insta, je communique sur mes événements, etc., mais j'ai bien conscience que c'est quand même, ça reste niche, je suis adressée très fortement aux professionnels. Est-ce que j'irais pas toucher un peu plus de gens pour me faire plus connaître et ensuite pouvoir développer plus mon concept, tu vois. Et donc, de ça est venue ma première vidéo un peu plus genre tips comme un chef. Comment faire un fond de tarte comme un chef. C'est quand t'as des petites tartelettes. Donc là, on arrive à tes débuts, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a 1 an et demi. Où du coup, qui est un deuxième effet papillon pour toi. Ouais. C'est-à-dire que du coup, tu te lances, entre guillemets, à fond dans les réseaux, et tu vois la possibilité de développer quelque chose et d'en faire de l'argent. Ouais. En fait, je me rappellerai toujours de cette fois où j'ai laissé ça dans mon ancien appartement, là j'ai déménagé, mais genre un soir, j'ai eu un espèce d'élan tu sais, quand tu réalises un truc, genre, je me suis mis du Chopin à fond dans les oreilles, j'ai sorti 4 feuilles, je les ai collées à mon mur, j'ai fait, ok, alors stratégie, Juliette, là t'en es là, qu'est-ce que les gens aiment dans ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à tel point et tout. Et genre, j'ai fait une espèce de cheminement. De map. Ouais. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'il faudrait envisager le fait de commencer un peu sur les réseaux pour te faire un petit complément de salaire, le temps que le reste fonctionne, tu vois. Et que si en plus tu te fais connaître toi, et c'était ça vraiment la nuance, c'était faire en sorte que les gens viennent me chercher moi parce qu'ils me veulent moi, plutôt que moi aller prospecter des gens pour leur dire voilà, coucou, je suis là, et, tu vois, genre vraiment inverser cette tendance-là. Qu'on vienne à toi. Et comme ça, les gens, s'ils me suivent pour moi, ce que je fais et ce que je suis, et ben derrière, je pourrais développer mes projets. Et donc, suite à ça, je me suis dit allez, vas-y, laisse ton ego, parce qu'il y avait beaucoup d'ego, parce que je voulais pas faire des choses trop faciles. Je me suis dit vas-y, j'ai fait des palaces, pourquoi faire un truc simple, il y a déjà plein de gens qui font ça. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir faire les choses intelligemment. Donc j'ai simplifié la chose, j'ai fait cette première vidéo, comment faire un fond de tarte comme un chef. Elle a bien fonctionné. J'en ai fait d'autres dans le même style. J'ai continué la régularité et en fait, ce qui fait que celles qui fonctionnaient tout en même temps. Et donc, je suis arrivée, genre, je suis passée de 5 000 à 80 000 abonnés, genre en l'espace de genre 2 mois, même pas. Enfin, un truc, ça a monté hyper vite. Et là, je me suis dit. Je pense que c'est quoi ? C'est le. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est développé comme ça ? C'est le fond, la forme, c'est. Bah, déjà, les images que je tourne sont belles, tu vois. Enfin, pour moi, c'est très important de faire un truc beau. Et puis, c'est pas le contraire. En fait, ouais. Quand t'as un tips, les gens, ils enregistrent, tu vois, ils ont envie de savoir. C'est bête, mais genre faire en fait, t'as pris la méta Instagram de ce que les gens font. Je te donne un conseil, enregistre-le, etc. C'est ça qui a marché. C'est ça. Oui, en fait, si tu veux qu'une vidéo fonctionne, de toute façon, il y a plein de tips et tout, tu vois, mais genre, en fait, il faut que les gens se disent ah putain, trop bien, je vais pas retomber dessus avant un moment. Donc du coup, je l'enregistre. Tu vois. Ah, c'est pour une prochaine fois ? Ouais. Genre pareil, j'avais fait une vidéo toute bête, comment faire une madeleine avec une belle bosse. Parce que tu sais, parfois tu fais des madeleines, mais elles sont un peu raplapla et tout. Elles sont ouvertes. Ouais, voilà. Comment faire vraiment la madeleine parfaite. Et genre cette vidéo m'a pris 15 minutes à tourner, littéralement. J'ai été repostée par Food Pâtisserie, qui est un genre The Magazine, tu vois, ils ont 1 million de followers sur Insta. Et c'est le magazine qui répertorie tous les plus grands chefs pâtissiers, blablabla. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Et ça a été un enchaînement de vidéos qui ont fonctionné, qui ont fait que ça m'a lancé. Et j'ai commencé à avoir des demandes de partenariat. C'était quoi ta cadence de vidéos ? Ah, franchement, j'avais vachement le temps de tourner, parce que j'avais que ça à faire au final. Donc, je t'avoue, je me rappelle plus trop, mais je tournais un peu tous les jours, hein, à un moment donné. Postais 2 vidéos 3 vidéos par semaine. Ça dépendait des semaines.
entre 2 et 3. J'ai jamais eu trop ce truc de me dire, allez, tous les mardis 18h vidéo, non. Genre, j'ai toujours fait un peu au feeling. Ok. Mais oui, au début, j'en postais plus, ouais. Et donc là, tu développes. Ouais. Tu passes vite à 80 000 et après tu développes et t'arrives à avoir les premiers partenariats. Ouais. Comment ça se passe? Au début, je me souvent. Mais forcément, tu sais pas quels sont les tarifs. En plus, tu sais pas vraiment, t'es pas trop. Enfin, tu débutes dans le milieu, bah, donc ouais. Je pense que tu te fais avoir au début. Oui, bah oui. Ouais, genre, franchement, à un moment donné, j'ai réalisé, je me suis dit, putain, cette vidéo, elle est vachement bien. Elle avait fait presque 1 million de vues, je l'avais facturé que dalle. Et genre, déjà, à la base, on devait faire un tarif, je les ai appelés toutes gênées. Est-ce qu'on pourrait éventuellement augmenter de 300 €, s'il vous plaît? Ils ont dit oui, pas de souci. Je me suis dit, putain, ils ont dit oui trop facilement, j'aurais dû demander encore. Quand généralement le client dit oui, aucun problème, c'est que t'es trop bas. Ramon le fric. Non, mais du coup, ouais. Oui, j'avais pas conscience. Mais en fait, qui nous enseigne quel est le prix d'un créateur de contenu? Enfin, personne en fait. Puis c'est très dur en vrai. Et c'est très dur à matérialiser. Puis ouais. l'impact que tu peux avoir, ce que ta vidéo elle peut faire 1 million de vues comme elle peut faire 200 vues, tu vois. Enfin, c'est tellement vague. C'est trop dur. En vrai, à estimer, c'est extrêmement dur. Ah oui, vraiment. Et du coup, on faisait, tu vois, je me rappelle. C'était quoi ton premier partenariat? Qui c'est qui t'a donné ta chance? Je crois que la toute première vidéo que j'ai faite, c'est pour un gars que j'avais rencontré qui fait une petite marque de thé. Et du coup, il m'a demandé si je pouvais lui faire une vidéo. Je lui ai dit oui, pas de souci. Et je lui ai fait un truc à 150 €, tu vois, genre. Ça fait quoi d'avoir tes premiers sous en tant que créatrice de contenu? Est-ce que ça a une saveur particulière ou genre c'était en mode normal ou est-ce que t'as senti qu'il y avait un truc et c'était cool, tu vois, de pouvoir vivre de ça ou c'était quoi ton ressenti? Je sais pas, je crois pas que... J'ai pas l'impression d'avoir eu... Alors peut-être que j'ai une mémoire un peu défaillante. À 25 ans, putain, merde. Mais non, mais je te jure que parfois, il y a des trucs comme ça, je me rappelle pas trop. Mais non, je pense que c'est plus récemment qu'à un moment donné, j'ai eu une espèce de prise de conscience, tu vois, quand j'ai eu... Vas-y, dis-moi. Un virement. Bah non, mais juste, j'étais là en mode... Oh, c'est dingue quand même, genre, j'ai fait une vidéo, on me paye, genre, c'était ouf, puis c'est plutôt bien payé, enfin... C'était un gros cachet, du coup t'as... Gros pas tant, tu vois, mais bon, c'est quand même cool. Ouais, et du coup, tu t'es vraiment rendu compte que, waouh. Bah ouais, je me dis, putain, c'est vrai que genre là, je vis vraiment de ça, mais j'ai du mal à conscientiser, tu vois. Je te dis, j'ai commencé ma vie à trimer en pâtisserie, à souffrir, donc dans mon cerveau, c'était programmé, genre, subir pour gagner de l'argent et vivre, et genre encore, j'en gagnais même pas, tu vois. Croyance limitante de... Ouais. En fait, l'argent, tu peux pas le gagner de façon cool et de façon agréable et ne pas avoir l'impression de travailler. Ouais. Mais au final, je suis profondément persuadée que si, tu vois. Mais, genre, mais c'est des croyances où on se dit non, mais finalement, c'est... Ouais. J'ai eu ce truc-là aussi un peu pendant longtemps. Je voyais les gens autour de moi travailler dur, longtemps, et des fois ne pas aimer leur travail, tout simplement, tu vois, et gagner leur salaire. Et des fois, je faisais des contrats en photo, vidéo, et je gagnais... c'était des cachets qui étaient sympas, parfois. Et je travaillais très peu. Ouais. Et du coup, des fois, j'arrivais à gagner le salaire de ce que certains de mes potes gagnaient en une vidéo. En 2 jours de travail. Ouais. Et du coup, j'étais... le syndrome de l'imposteur. Ouais. J'étais en mode... Mais est-ce que j'ai le droit de gagner ça? Mais non, mais parce que je travaille pas... Enfin, tu sais, c'est des croyances humaines. Mais je travaille pas assez pour gagner cet argent-là. Normalement, je dois travailler plus dur. Et en fait, non. Non, c'est juste que l'argent est réparti de manière différente. C'est que le nombre d'heures que tu passes à travailler gratos... Ouais, et puis même, en vrai, maintenant, au début, j'avais vraiment ces problèmes-là. Et plus le temps... Je pense que c'est là aussi, quand tu vieillis et tout, tu vois, tu commences un peu plus à lâcher prise et à t'en foutre un peu de tout. Et c'est vrai que maintenant... si je gagne, que ce soit en étant DJ ou en étant vidéaste que je fais, ou en combinant les deux, je gagne bien ma vie, à la fin du mois je suis content, et j'ai pas beaucoup travaillé. C'est pas une question de pas beaucoup travailler, mais j'ai géré mon temps comme je voulais, et qu'en quelques jours, je peux gagner le salaire de quelqu'un dans un mois et tout. Ouais. Et au début j'avais beaucoup de mal avec ça, et maintenant c'est juste que je le mérite. Ouais. Le mérite, tu vois, il faut se le dire. On le mérite et on n'est pas en train de se toucher à rien faire et tout, tu vois. Oui. Il y a un moment, il y a de la créativité, il y a du travail, il y a de la vidéo, il y a du montage, il y a la création d'idées, il y a le fond, la forme. Enfin, tu vois, il y a un moment... Mais c'est vrai que ce truc-là, je l'avais aussi beaucoup. Mais je pense que tout le monde tombe dedans quand t'es entrepreneur. Oui, clairement. Je pense. Ouais.
Et donc maintenant te voilà sur les réseaux à 150 000 followers. Quelle star. On m'a reconnu l'autre fois en Corse. Attends, je vais prendre un cocktail à l'île Rousse. Je débarque, j'étais jamais arrivée là et tout. Le gars me sert un cocktail. Et le lendemain, je suis ailleurs en Corse. T'as un gars qui vient m'envoyer un message sur Insta en mode « Ah, mais c'était toi qui est venu me prendre un cocktail hier et tout. Trop dingue, je te suis. J'ai refait 6 fois ta tarte au citron. Incroyable, ça va être hyper valorisant. Ouais. Donc, non, parfois, il y a des gens qui viennent comme ça. Juliette Henry. Oui, c'est moi, bonjour, j'étais en train de danser d'une manière un petit peu trop exubérante, là, je n'étais pas censée être en public. Mais ouais, du coup, c'est marrant, ça fait plaisir en vrai. Moi, ce que j'aime bien, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je trouve qu'il y a une nouvelle tendance de pâtissier. On va parler après un peu de Cédric Grolet et compagnie, tu vois. Ouais. J'aimerais bien avoir ton avis sur Cédric Grolet, parce que Cédric Grolet, c'est un peu le David Guetta des DJ. Ouais. Ou le Steve Jobs de l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je trouve que... Alors là, je te parle vraiment d'un avis d'un mec normal. Tu vois, moi, je suis pas... je connais pas profondément la pâtisserie, j'aime, mais tu sais, je suis quelqu'un de très lambda là-dedans, tu vois. Et c'est vrai que moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand j'entends un pâtissier connu, c'est Cédric Grolet. Ouais. Après, bon, il y a Hermé et compagnie, tu vois, mais Grolet, je trouve qu'il a apporté la création de contenu des réseaux sociaux, je trouve qu'il a mis ça à un niveau au-dessus. Ah bah oui. Et je trouve qu'il est un peu le représentant de la pâtisserie en France et dans le monde, notamment avec les concours qu'il a gagnés et l'aura qu'il a à l'international. En vrai, il est méga connu maintenant. Ah ouais. Déjà, qu'est-ce que tu penses de Grolet ? Écoute, moi j'avais goûté ces pâtisseries quand j'étais au Royal Monceau, mais ça fait longtemps. Je n'ai pas été forcément impressionnée. Il y en a plein qui me le disent. Ouais. Tout le monde me dit, entre l'expectation que t'as en disant oui, c'est incroyable, ça a l'air visuellement exceptionnel et tout, et après les gens le mangent, oui, sympa. Ouais, mais en fait, trop d'attente pour... Il y a beaucoup de visuels, après, bon, c'est pas mauvais, tu vois, mais moi j'ai trouvé que dans ces fruits, par exemple, ça manquait de texture. En fait, normalement, dans un gâteau, il faut toujours l'équilibre des textures, croustillant, fondant, moelleux, machin, tu vois. Et lui, c'est vraiment une mousse, un confit et une coque en chocolat. Mais du coup, genre, il me manque le côté gâteau, un peu gourmand, tu vois, genre... Bon, bah du coup, c'est très léger, mais un peu... par moments un peu simplet. Pour toi, est-ce que c'est quelqu'un qui représente la pâtisserie comme tu le penses, ou tu penses qu'il y a d'autres personnes qui sont plus... Je pense que Pierre Hermé, par exemple, c'est... Plus ouais, bah c'est vraiment quelqu'un qui a une culture monumentale. C'est genre un énorme nom, tu vois. L'inconvénient d'Hermé, c'est qu'il a pas les réseaux sociaux. Enfin, il a, oui. Mais en fait, c'est que c'est pas un gars des réseaux. Ouais, non. Il est plus vieux, tu vois, lui, c'est la tradition. Ouais, bah c'est ça, en fait, c'est que c'est deux choses complètement différentes. Hein. Effectivement, Cédric Grolet, là où il est très fort, c'est qu'il a créé toute une DA. Tu vois, je trouve que c'est un peu comme Apple, genre l'espèce d'univers un peu vraiment très épuré. Bon, déjà, il a créé sa typo. Ouais. Il a une typo à lui. Ah oui, elle est créée, ouais. Il a créé sa typo, et surtout, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'il a conçu un couteau exprès pour couper le gâteau. Parce qu'il voulait pas, il en avait marre que les gens cassent les gâteaux et les découpent dans tous les sens, etc. Ouais. Il a créé une lame exprès, précise, qui permet de couper proprement le gâteau et de respecter le travail de ses équipes. Ouais, moi aussi, ça me fout le seum quand les gens ils coupent. T'es là, t'as ton gâteau, ils sont là. Tu sais, avec le couteau à beurre, tu sais, limite, on s'en fout, on prend n'importe quoi. Ah ouais. Ça te saoule ? Oui. Est-ce que quand tu vois ton gâteau magnifique et que tu vois quelqu'un qui le fracasse... c'est le moment où je stresse le plus la découpe. Tu sais que je pense qu'il y a très peu de personnes qui y pensent. Ah ouais, bah oui. Parce qu'on se dit oui, bon, de toute façon, on va le bouffer et tout. Ouais, mais non. Non. Genre si tu me donnes une belle tarte et que vraiment je la prends avec un vieux couteau de cuisine et que je mets un gros coup dedans, tu pètes un plomb. Non, la part, il faut qu'elle reste belle, tu vois. C'est important quand même. Ça te fait péter un plomb. Bah genre intérieurement, je suis là. Je suis bouillonne, genre... Tu veux pas que je le fasse ? Putain, fais pas ça. Mais du coup, non, je pense que oui, effectivement, Cédric Grolet, il est très fort dans tout l'aspect marketing visuel. Je trouve que vous avez un truc... moi, je te mets un peu dans cette catégorie-là des nouveaux pâtissiers comme Grolet, etc. Dans le sens où je trouve que vous réinventez la pâtisserie et vous la dépoussiérez un peu. On a souvent tendance à voir des trucs... tu sais, depuis qu'on est gamin, on voit les mêmes pâtisseries, les tartes au citron, les tartes à framboise... les trucs meringués, enfin... On en voit 36 000. Ouais. C'est tous les mêmes. Oui. Juste la déco qui change, mais globalement. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu fais, notamment les dernières vidéos, ce que j'ai vu... On se suit depuis un an, mais du coup, j'ai vu les dernières vidéos surtout qui m'ont marqué.
tu réinventes des choses connues et t'en fais un petit switch que je trouve fou. Et déjà, j'aimerais savoir comment tu trouves l'inspiration pour trouver ces recettes-là. Et par exemple, t'as fait un truc avec le Mars et le Snickers. Ouais. Et t'as déstructuré le Snickers. Oui. Et déstructuré le Mars, c'est ça ? Ouais. C'était les deux ? Oui. Et t'en as fait un truc, ça avait l'air incroyable. Ça m'a fait péter les plombs. Le Snickers avec le vin en plus là qui était dessus, ça allait trop bien. Ça m'a fait péter les plombs. Je l'ai maté 12 fois la vidéo. Putain, mais en fait, je vais lui dire de m'en faire une. Je suis obligé. Je vais la payer. Elle va m'en faire. Je vais mettre la vidéo. Franchement, c'est fou. Et où c'est que tu trouves cette inspiration ? Mais je parle de ça, mais je parle aussi des vidéos que t'as mises en référence, tu sais, en épinglé. Ouais, qui a fait énormément de vues. Le flan bûche. Ouais, la bûche flan, ouais. Comment tu trouves toutes ces idées-là, un peu novatrices ? Je me suis toujours posé la question de savoir comment un pâtissier fait pour créer. Parce que j'ai l'impression que tout a déjà été fait. Ouais, ça c'est super compliqué. En fait, il y a un truc, genre, et notamment je parle pour cette fameuse pina colada crème brûlée et la bûche flan. Qui ont fait énormément de vues. Deux vidéos qui ont fait proche. Ah oui, bien plus, même 7, 8. Waouh. Ouais, genre, ça a vraiment bien marché, tu vois. Et comment tu trouves cette idée à la base ? Eh ben. T'es chez toi, là ? Je marche dans la rue et il y a une petite étoile qui arrive comme ça. Sérieux ? Alors, franchement, ouais, la bûche flan, j'étais dehors, je fais oh putain, pourquoi je ferais pas une bûche flan ? Comme genre ça. vraiment le truc. Ouais, mais parce que. Je te jure. C'est presque énervant. Mais c'est frustrant, mais c'est comme la musique, genre, c'est l'inspi qui vient à toi, en fait. Tu contrôles pas vraiment cette inspiration. Et la pâtisserie, effectivement, en fait, genre, tout a déjà été fait. Et en fait, pour trouver l'idée, tu vois. Après, c'est parce que, voilà, par exemple, pour la fameuse bûche flan, on approchait des fêtes de fin d'année, je savais pas trop quoi faire comme bûche. Je trouve que les bûches, c'est toujours très vieillissant, les roulés, tout, c'est du vu, du revu. Fou, entièrement d'accord. Enfin, voilà. Genre, moi, tu vois, à Noël, on n'a jamais fait de bûche. On a toujours fait des gâteaux classiques. Parce que je trouve que c'est pas terrible. À part maintenant, les bûches de pâtissier sont incroyables, tu vois. Mais donc du coup, on était à cette période-là, et puis t'avais le flan qui était la grosse traîne du moment. Donc en fait, c'est dans ma tête, il y a les deux qui se sont joints. Et... En fait, ça paraît con quand tu le dis comme ça, mais pour trouver l'idée, mais faut le faire. En fait, faut le faire. Le Mars et le Snickers, je me suis dit bon, en fait, sur les réseaux, j'ai capté que les gens, soit faut leur présenter un truc qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils peuvent se dire ah tiens ça je connais, donc vas-y ça m'intrigue, tu vois. Les gens aiment bien ce qu'ils connaissent déjà, mais je veux pas refaire un Snickers comme ça purement et durement parce que je vois pas trop l'intérêt. Et donc, vu que moi j'adore faire des tartes, je trouve que c'est hyper élégant, etc. Je me suis dit, je vais faire une tarte de Snickers, tu vois. Là, décompose. Elle est folle. À la manière où j'avais fait de la même manière quand j'ai fait l'ananas, enfin la crème brûlée façon pina colada. La pina colada, on est en été, c'est un cocktail que les gens adorent. Comment le déstructurer en pâtisserie ? Bah, dans le fruit, c'était parfait, tu vois. Et donc, du coup, j'ai remis un truc que tout le monde connaissait. C'est pour ça. Les gens, ils se sont dit, putain, j'adore la pina colada, c'est mon cocktail préféré. La crème brûlée, ça donne trop envie qu'avec ce petit truc qui craque au-dessus. Et le fruit est magnifique. Je prends en référence, on va dire que je suis un suceur de Cédric Grolet. Mais c'est vrai que c'est ces interviews que je vois le plus dans la pâtisserie. Comme je dis, il est un peu représentant du truc-là, donc il est souvent en interview. Et il parlait justement du plagiat. Ouais. Et lui, son avis là-dessus, il disait qu'au début, il avait beaucoup de mal avec le plagiat. Ça l'énervait vraiment, il avait vraiment beaucoup de mal avec ça. Et au final, il a commencé à se détacher de ça et à se dire, c'est comme la mode. On a souvent tendance à avoir des t-shirts, une telle marque a ce motif-là, ce style-là. 2 mois après, l'autre marque concurrente, elle a un peu le même style et tu dis, il y a une petite inspiration. Ouais. Et au final, il prend ça maintenant un peu comme de l'inspiration. Il dit, au début, ça me saoulait. Maintenant, si les gens commencent à s'inspirer de toi ou à te copier, ça veut dire que tu marches. Ah oui. Clairement. Le plagiat, madame. Bah écoute, moi je dirais que le plagiat est ce qu'on appelle une tendance, une trend sur Insta. En fait. Genre. On a copié tes recettes, que ce soit en vrai ou sur Instagram. Ah bah oui. Et ça te fait quoi ? Alors attends, il y a plagiat. Déjà commençons par les réseaux sociaux. Ouais. Il y a plagiat et plagiat. Il y a le plagiat vraiment d'une professionnelle qui veut refaire la même recette que toi. Ouais. Et après, t'as les personnes qui veulent reproduire ta recette parce qu'elles s'inspirent et qu'elles trouvent ça beau. Mais ça, c'est le personnel. Les gens en perso qui reproduisent les recettes, etc. Mais il y a vraiment des professionnels sur les réseaux sociaux qui ont repris tes recettes ? Oui.
Oui, et moi au début j'étais là en mode bon bah nice, tu vois. Mais en fait c'est les gens qui m'envoyaient des messages en mode regarde, il y a telle personne qui a fait ton truc, regarde, il y a telle personne qui a fait ton truc. Et en fait quand c'est des personnes où tu sais très bien, enfin généralement en fait si tu veux, je suis partie du constat que quand même ma vidéo, elle avait fait 7 millions de vues et que les personnes qui m'ont copié c'est des gens qui sont tombés dessus, tu vois. Et genre t'as des personnes qui ont fait le meilleur pâtissier, ce genre de choses qui l'ont reprise et qui ne m'ont même pas mentionné. Donc effectivement à ce niveau-là, tu te dis bon, c'est vrai que ce serait cool de dire juste inspiré de telle personne parce que tu sais que c'est une recette qui n'a jamais. Ouais, il y a certains et puis il y a eu des gens de ma communauté qui sont allés envoyer des commentaires en dessous. Communauté engagée. Dis donc, ça me fait penser à Juliette Henry, ça. Et c'est quoi le retour après ? Il y en a qui ont dit ils répondent pas. Non. Non, mais de toute façon, c'est ça, en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est qu'il y a vraiment ce truc où tu peux pas trop contrôler où ça part, comment les gens se l'approprient. Bah ouais. Même moi, j'ai déjà dû refaire une trend de quelqu'un qui, à la base, l'avait créé. On s'inspire, forcément, tu vois, des trends de... Bah tiens, ouais. on voit une vidéo qui nous a fait marrer, qui nous a inspiré, qu'on a trouvé cool, on a envie de reproduire cet effet-là, on a envie de reproduire ce truc-là. D'un côté, je peux comprendre. Après, vraiment, il y a le plagiat pur, tu vois. Si vraiment la meuf, elle te refait le même pina colada ananas, vraiment pareil. Ouais, c'est abusé. Bah ouais. Non, mais moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est effectivement les restos, tu vois. Mes potes qui sont invités en tant qu'influenceurs à Bordeaux, dans un resto, qui a mon dessert dans ce resto, qui nous voit très bien. Ça, c'est une histoire vraie, ça. Ensemble sur les réseaux. Oui, et qui est ma pote qui me dit, il y a ton dessert. Mais regarde, t'es pas en partenariat avec. Ils t'ont pas invité, tu leur envoies un message, ils te répondent pas. Enfin, en fait, là, on parle de... Tu la mets à la carte de ta pâtisserie, en fait. Ouais, ça bizarre. Et honnêtement, encore une fois, si cette recette avait été refaite plusieurs fois avant moi, mais moi, j'ai vraiment vérifié. Cette recette-là, en l'occurrence, je l'avais vraiment créée, tu vois. Et c'est qu'ils sont tombés dessus pour la refaire. Donc, si tu la mets à la carte de ton resto... 7-8 millions, c'est sûr qu'ils l'ont déjà. Ouais. Et ça t'énerve ? Bah, bon, après, je prends beaucoup de recul, moi, par rapport à ça. Mais je me dis, parce que du coup, il y a un grand chef qui t'a... Il y a un grand chef qui t'a... Il veut les potins. Ah, on aime bien les potins sur ce podcast. Non, mais oui, ouais, voilà. Non, mais sans être... Sans on n'est pas là pour clasher les gens ou quoi que ce soit. Mais même si tu veux pas le dire non, on te laisse la possibilité de le dire, mais si tu veux pas le dire non. Mais en gros, il a reproduit la recette dans son restaurant, c'est ça ? Non, pas dans le resto, sur les réseaux. Sur les réseaux, sur une émission de cuisine. Okay. Sur une émission à la télé. Et du coup, effectivement, en fait, nous, on a dû contacter son producteur en mode « Coucou, pourquoi vous ne m'identifiez pas ? Je veux dire, ce chef n'a plus rien à prouver, juste donner de la force aux petits créateurs, tu vois. » Et du coup, il m'a identifié dans un post. Ouais. Et il m'a envoyé un message gentil en mode « Je savais pas, enfin, ma chef s'occupe de tout ça et tout, tu vois. » cool. Oui, cool. Mais du coup, c'est plutôt je pensais hyper hautain en mode vas-y. Non, pas du tout. Cool. Non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un de très sympa. Mais c'est juste que du coup, moi, je pense que c'est les personnes qui sont derrière qui font ce taf-là. Elles savent très... Parce que vraiment, c'était copier-coller ma recette. Donc en vrai, tu vas choper les recettes sur Insta, au moins mentionne les créateurs de qui tu t'es inspiré, tu vois. D'accord. Voilà. Si elle voit cette vidéo... Je pensais que t'allais sortir un nom. J'étais là, Bon, on le met, on dira pas le nom, mais il est dans le top 5 des pâtissiers. Top 5 ? Ouais, peut-être gros lait. T'imagines, il fait un ananas pina colada faux, genre. Il pourrait faire un truc de ouf. En vrai. Ok, bon, voilà. C'est un bel effet papillon sur la partie réseaux sociaux. Ouais. Et moi, ce que je retiens de cette partie-là, c'est le fait que dès 3000 abonnés, t'as commencé à te lancer, tu vois, genre 2-3 000 abonnés, t'as commencé à te dire, vas-y, je tente quelque chose, je crée des trucs, je vais proposer des box, je vais en parler à ma communauté, etc. Alors que, tu vois, il y en a plein, ils disent, ouais, non, mais moi, si j'ai pas 10 000, 15 000 followers, ça sert à rien, tu vois. Et en vrai, on peut avoir des petites communautés très engagées et des très grandes communautés complètement nazes qui réagissent à rien, tu vois. Et il vaut mieux avoir 5000 followers hyper soudés que 1 million éparpillés qui s'en foutent de toi. Je trouve que c'est un super travail d'ego, les réseaux. Ah bah, je m'en parle pas. Ça te met tout le temps une claque. Et quand tu penses à te dire, vas-y, tiens, cette vidéo, elle est incroyable et tout, elle est géniale. Et elle fait 1000 vues. Et tu fais, de toute façon, moi, c'est souvent celle où je passe le plus de temps qui fonctionne le moins. Ah bah, le premier épisode, à un moment, on parle de ça. Je disais, j'ai fait une vidéo sur Rolex.
hyper bien travaillé, truc. J'avais loué un objectif exprès. On rentre dans la montre, vraiment un truc. Genre, ça m'a pris un week-end entier, plus le montage une semaine et tout. Je crois que j'ai fait 3-4 000 vues. Et il y a eu la brume à Bordeaux, un truc très esthétique, très beau et tout. J'étais dans mon lit. Ah oui. Je sors le drone, je fais un plan, ça a duré 10 minutes. Je rentre, j'édite, j'envoie. 15-20 000 vues. Ouais. J'étais là, fuck. Ouais, non mais oui, vraiment. Juste avant de finir sur cette partie-là, c'est quoi ton ressenti sur les chiffres, etc. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? J'essaie de prendre du recul. J'avoue que, tu vois, genre, il y a des périodes où c'est pas facile. Genre là, actuellement... Mets-toi près du micro. Pardon. Tu peux le bouger, hein. Mets-toi comme tu le sens. Voilà. Ouais, non, là, actuellement, par exemple, j'essaie de me dire, bon, prends du recul et tout, mais... moi qui veut vraiment... qui justement est toujours à cœur de faire des choses qui soient qualitatives, qui aient du sens, qui aient un fond. Et je sais le temps que je passe sur une vidéo. Et que je vois d'autres personnes qui font des trucs où vraiment pas ouf, ça casse vraiment pas trois pattes dans un canard, mais je le sais et je pense que ces personnes en ont en plus conscience, hein. Je me dis putain mais c'est injuste, il y a un truc d'injustice, mais à la fois je suis aussi quand même profondément convaincue que le fait de faire quelque chose de qualitatif qui ait du sens et tout, c'est beaucoup plus durable sur la durée. Tu rencontres des gens, ils viennent vers toi pour la qualité de ton travail. Ils viennent vers toi aussi pour... moi, c'est mon métier à la base, tu vois, donc ça apporte quand même quelque chose en plus. Et c'est, au final, je pense pas que la vraie valeur soit dans le chiffre, tu vois. Après, effectivement, peut-être que ouais, ça fait moins d'entrée d'argent, ça fait moins de buzz et tout, mais ça, c'est aussi une question d'ego, effectivement, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'à la fois, tu peux un jour avoir une vidéo qui va exploser, tu vois. Quand elles ont fait 8 millions de vues, je me suis dit, c'est bon, toutes mes vidéos, il faut faire 1 million maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Genre, donc en fait, il faut juste savoir prendre du recul par rapport à ça. Continuer, se dire que ça peut tellement tout le temps changer. Puis c'est hyper indépendant de nous-mêmes. Enfin, l'algorithme, c'est incompréhensible. Franchement, j'essaie de le découdre et le recoudre et le découdre 20 000 fois pour comprendre, tu vois, pourquoi ça marche pas et tout. Et en fait, c'est tellement compliqué, tu vois. C'est aléatoire aussi. Même si je pense qu'une vidéo qui doit vraiment percer, percera. Tu vois. Mais ouais, c'est vrai que parfois c'est décourageant. C'est décourageant parce que voilà, mais moi j'ai toujours continué et je suis super passionnée donc j'abandonnerai jamais. Mais ouais, parfois tu te dis putain, c'est un peu injuste quand même. Ça t'apprend l'humilité, l'ego. Ouais. C'est fou, mais moi je pense qu'il faut rester sur sa ligne. Tu vois, toi tu veux faire de la qualité, truc, allier la forme, le fond, etc. Vas-y, go. Ouais. Et un peu, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, tu vois, balèque des chiffres, ouais, même si c'est dur, parce qu'en vrai, on a tous envie que ça performe, on travaille, tu vois. Ouais. Franchement, quand tu passes 3, 4, 5, 6, 7 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours des fois sur des vidéos, puis franchement, j'aimerais bien que les gens puissent voir à quel point le travail a été tellement long, et juste, tu vois, et, des fois les gens le voient pas, et des fois la vidéo ne fait pas ce que tu souhaites, mais pas grave, la prochaine sera bien. Du coup, on va arriver à ton troisième effet papillon. Ouais. À un moment où dans la conversation, t'as parlé du fait que t'étais à Paris, que tu voulais absolument retourner à Bordeaux. Donc ton effet papillon, c'est un peu ce déménagement également. D'habitude, les gens ont tendance à être à Bordeaux et à aller à Paris parce que y a plus de travail, il y a plus d'animation, il y a plus de vie, il y a plus de... C'est la capitale, quoi, tout simplement. Et toi, t'as fait le chemin inverse. Ouais. Et est-ce que tu peux nous raconter rapidement en quoi c'est un effet papillon et en quoi ce déménagement a changé ta vie finalement? Parce que moi j'étais donc dans une période où j'allais pas bien à Paris, donc de par les expériences que j'ai pu avoir, comme je te disais, je me reconnaissais pas trop, je comptais mes jours, etc. dans mon travail en pâtisserie. Le milieu en plus de Paris, c'est super grand, les transports en commun, les gens, l'ambiance, l'atmosphère, enfin voilà, c'était un truc, j'étais pas épanouie dedans. Et j'ai beaucoup, je pense, associé aussi cette vie parisienne à beaucoup de souffrance à plein de niveaux, tu vois. Et j'étais allée une fois à Bordeaux chez une copine et j'avais vachement aimé la ville. Et en fait, il y avait mon campus de Ferrandi à Bordeaux. Je me suis dit, putain, mais en fait, je crois que genre là, je suis dans une période où je vais pas bien, j'ai besoin de bouger. Soit je favorise le CV, donc je reste à Paris, soit je pars à Bordeaux. Ok, il y a moins de grands noms, etc. Mais j'irai mieux dans ma tête, quoi. Et donc j'ai pris la décision de partir à Bordeaux. Et mon chef... quand tu parles de souffrance parisienne, c'est quoi sur... sans rentrer dans le détail si tu veux pas, mais c'est quoi, des soucis perso
amoureux, alors, je pense familial ou... À mon avis, j'ai eu un... Ou c'est juste le ras-le-bol général de... Bah, je pense que, bon déjà, le ras-le-bol général de la ville, le rythme que j'avais en pâtisserie, le fait que j'avais l'impression, je sais pas, genre le métro et tout, j'ai toujours détesté ça. Tu sais, cette atmosphère j'ai l'impression que c'est glauque autour de moi, enfin, un ressenti assez spécial. Et après, il y a eu aussi des périodes de ma vie personnellement où il y a eu des drames qui ont été assez compliqués, tu vois, à gérer. Et donc, je pense que j'avais aussi un peu besoin d'une émancipation, J'ai toujours été très dans le cocon de ma mère et tout, tu vois. Et genre, je suis arrivée à un stade où je crois que j'avais besoin de prendre mon indépendance. Couper le cordon. Ouais, c'est ça. Cut the cordon. Et donc, à mon avis, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que j'avais besoin de respirer ailleurs. Et Bordeaux, quand j'ai découvert cette ville, du coup, j'ai décidé d'aller vivre là-bas. Et j'ai fait mon stage de dernière année donc dans les vignes. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est incroyable, j'adore ce que je fais, je me sens alignée, je kiffe le taf, je suis dans la nature, j'ai pas que la pollution et le bruit de la ville. Je me lève, je marche 1 minute, je suis à mon taf parce que j'habitais dans la maison à face du château où je faisais toutes les missions. La ville de Bordeaux est trop bien, elle est calme, elle est chill, je peux tout faire à pied ou en vélo ou en tram. C'est génial. Et donc, en fait, j'ai vraiment switché de... j'étais dans ma tête, moi j'avais vraiment ce truc de, en fait, je vais devoir subir toute ma vie. Genre quand j'ai commencé mon taf, je me disais, je vais devoir subir, avoir la boule au ventre tous les matins, avoir peur de mon patron, de là où je vais, enfin, genre horrible. Je suis passée de ça à, putain, mais en fait, la vie, elle est faite pour être kiffée et genre vécue à fond et je peux en faire ce que je veux, tu vois. Donc il y a vraiment eu ce switch-là où je pense que du coup, Bordeaux est aussi vachement gravé dans mon cœur parce que dès que j'arrive, tu vois, à Bordeaux, j'ai l'impression de respirer un air nouveau. Genre là, je suis arrivée il y a 2 jours, j'étais à Paris depuis 1 semaine et j'ai eu cette espèce de truc de, ah, Bordeaux, ma ville, tu vois. Ouais, parce qu'il y a un côté qui est beaucoup plus calme. Ouais. On est moins sous ce tumulte des gens, du travail. Tu sais, c'est hyper oppressant. Paris, moi, chaque fois que j'y vais pour des potes. J'y ai habité pendant 7-8 mois, je crois, pour la fin de mes études. Hyper oppressant, pareil. J'ai eu le même sentiment que toi, tu vois, c'était gris. En plus, c'était la période où il y avait beaucoup d'attentats. Ah oui. Il y avait eu des attentats, il y avait eu une tentative au Louvre, etc. Enfin, c'était vraiment anxiogène. Et des flics partout, les trucs, les vigipirates. Les gens étaient hyper craintifs. Wow, ouais, vraiment. Et c'est surtout aussi quand tu vois la qualité de vie parisienne avec la qualité de vie bordelaise ou d'autres villes de province, bah rien à voir, tu vois. Rien que là où t'habites. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Donc, zéro regret sur ce changement ? Ah non, meilleure décision de ma vie. Et t'as pensé à aller à l'étranger avec ton travail ? Je sais que ça pourrait faire des dingueries. Genre, je monte un concept vin et pâtisserie aux États-Unis, je deviens riche. Ouais, je pense que t'exploserais tout. Pourquoi tu y vas pas ? C'est pas le moment, tu sais, c'est pas l'envie que j'ai. Moi, j'aime beaucoup la France en vrai. Après, why not plus tard, tu vois, j'en sais rien, mais. Franchement, t'as déjà été aux États-Unis ? Non. Non, jamais ? Non, jamais. J'ai vécu à New York 1 année pour les études et tout. Et c'est vrai que tu mets n'importe quoi là-bas avec un nom français. Oui, non, mais c'est sûr. Ça marche. Mais oui. Non, mais c'est sûr. Vraiment juste un nom français. Et les Américains sont là, oh my god. Mais oui, ils grave. Ils en peuvent plus, putain. Non, mais vraiment. Et il y a beaucoup de reportages, tu sais, de Français qui sont expatriés aux États-Unis, à New York et tout, tu vois, qui ont monté leur truc de chocolatine, croissant. La pâtisserie là-bas, ça. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ils sont tellement habitués à bouffer de la merde que tu leur proposes un truc quali, ils sont là, oh fuck. Ils en peuvent plus, tu vois. Et donc, en vrai, je pense que les Français là-bas, il y a un Eldorado à faire. Ah non, mais vraiment, vraiment. Mais après, oui, c'est vrai que. C'est un truc que tu préfères plus tard ? Potentiellement. En fait, tu vois, moi, j'arrive pas trop à voir hyper loin. Non. Ouais, c'est l'instant présent. Parce que je sais ce que je veux dans la vie globalement, tu vois. J'ai envie de toujours faire des projets, j'ai envie d'un jour ouvrir une boîte physique, tu vois, un endroit où les gens viendraient, etc. J'ai envie d'être libre financièrement, temporairement, géographiquement, tu vois, genre de chapeauter plusieurs business, enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là. Mais par contre, exactement, je pourrais pas te dire, et je crois que je suis plus genre ouverte à prendre les opportunités, voir comment ça évolue, et puis un matin, je me réveille, je vais faire, allez, vas-y, c'est bon, c'est parti, on va faire ça. Et genre là, maintenant, j'ai pas un plan défini dans la tête, en fait. Voilà. Là, t'as parlé d'un truc sur lequel je voulais revenir, parce que tu fais de la pâtisserie, t'aimes bien que les gens se régalent de tes pâtisseries. C'est vrai que je trouverais ça... Enfin, moi, j'aurais envie, si j'étais à ta place et que j'avais ton talent, que je n'ai pas, j'aurais envie que les gens mangent mes pâtisseries. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus que t'aimerais faire ? Est-ce que
ouvrir ta pâtisserie, oui, voilà, par c'est exemple. ça. Oui, moi j'ai envie d'ouvrir un lieu. J'aimerais que ça soit... Là, si tu ouvres une pâtisserie et tu fais les tartes Snickers, je vais tout casser. Je serai ton meilleur client. Et en fait, tu vois, j'adore le café, j'adore l'ambiance un peu salon de thé, coffee shop. Donc j'aimerais bien que ce soit un lieu où à la fois, ce soit une pâtisserie où tu puisses manger sur place, boire ton petit café ou boire ton petit thé, etc. la journée, voilà, style un petit time, tu vois. Et que à la fois tu puisses emporter chez toi ta pâtisserie, avec genre au centre, tu vois, un présentoir avec toutes les jolies pâtisseries, etc. Et que ça switch en fin de journée sur un espèce de bar à vin où il y aurait genre des pâtisseries salées et des pâtisseries sucrées en alliance avec des vins, tu vois. Et un concept où il y aurait un coin musique, toujours le côté, enfin l'art avec, je sais pas, des exposants qui viennent. Ouais, en fait, toi, ton truc, c'est vraiment la déclinaison de l'art sous toutes ses formes. Ouais. Mais par contre, le concept store, il serait génial. C'est incroyable. Ah bah ouais, franchement, j'aimerais trop. Mais tu vois, j'attends un associé, en fait. Je peux pas faire ça toute seule. Bah, tu peux passer un appel, on sait jamais. Alors, si quelqu'un est un peu businessman dans l'âme, parce que moi, tu vois, je suis l'âme créative. Et genre, quelqu'un qui soit à l'aise avec les chiffres. Structurel, quoi, vraiment. Voilà, un truc purement business. On peut discuter. Juliette en revient. Bon, en tout cas, génial. C'est quoi un peu les projets futurs pour finir ce podcast ? Bah, actuel/futur, puisque du coup, là, je suis en train d'écrire un livre, comme on disait au début, qui va sortir. Tu peux en faire la promotion. En octobre, attention, c'est bientôt, je sors mon livre sur les alliances vin et pâtisserie. Et en fait, je suis vraiment allée un petit peu dans les 4 coins de la France, chez des vignerons, pour vivre des expériences avec eux, découvrir leur domaine, découvrir leur vin, etc. J'ai emmené ma photographe Peppa avec moi. Et donc, de ces expériences-là, on a fait toute une partie un peu plus reportage. Voilà. Donc, il y a vraiment une partie reportage où on est dans les vignes, dans la nature. C'est trop beau, on a des images magnifiques. Cette partie reportage-là, j'ai aussi reporté sur des illustrations. Parce que j'ai travaillé avec ma demi-sœur qui a fait toutes les illustrations pour chaque domaine pour présenter un peu sous format BD, tu vois. Oh, cool. Et après, il y a 50 recettes de 50 pâtisseries en alliance avec des vins. Voilà. Qui sont accessibles à tous. Et c'est vraiment un bel objet. Il sera disponible où ? Écoute, normalement, alors j'ai pas encore les précisions, mais normalement dans toutes les librairies en France. Il y aura une petite séance de dédicace. Voilà quoi, sur Internet et tout. Je sais pas. J'aimerais bien un Mola à Bordeaux. Tu m'étonnes. Ce serait stylé. Ça serait génial. Ouais, mais je pense, hein. Bah, il y a moyen. Bah oui. Donc voilà, du coup, ça c'est le gros projet. Ça m'a pris beaucoup de temps cette année. On mettra un lien sous la vidéo pour qu'on puisse le précommander ou l'acheter si l'épisode est déjà sorti. Oui. Et donc le livre, et il y a quoi d'autre ? Toujours la création de contenu. Ouais, c'est ça. Continuer à trouver des artistes avec qui faire cette... Enfin, là, je mets un petit peu le slow down parce que j'en ai beaucoup. Tu vois, j'ai des RP, etc. qui me contactent pour me proposer des artistes. Trop cool. Et donc, du coup, moi, je sélectionne aussi ceux avec qui je veux le faire, etc. Putain, j'ai eu de la chance. Et voilà. T'as été avant-gardiste du truc. Et ensuite, donc ça, continuer mes vidéos. J'aimerais bien reprendre un peu ces créations, un peu style la tarte Snickers avec un vin. Mais le truc, c'est que je n'ai plus d'appart pour le moment. Donc, projet, acheter une maison. Même si c'est pas vraiment sur Instagram, tu vois, genre, il faut que je retrouve ma cuisine, quoi, ma future cuisine. Et après, j'ai un autre projet, mais je vais pas en parler parce que je vais pas me porter... Enfin, je pourrais te le dire, Cam. Mais du coup... C'est dans quel univers ? Le vin. Ok. Enfin, le vin et les autres trucs que j'aime bien, la musique, tout ça, mais... Une combinaison. Voilà, toujours. Toujours, je lis plein d'univers. C'est vrai que c'est ce que je retiens de toi, là, sur l'interview. C'est vraiment toujours lié... tu lis beaucoup de choses à chaque fois. Tu lis toujours des passions, tu lis toujours des... Tu vois, tu lis des deux recettes qui n'ont rien à voir, qui vont ensemble. Tu lis 2 activités, tu lis 2 formes d'art. Tu lis toujours des choses ensemble. J'adore faire les liens qu'on pense pas qu'on pourrait faire, genre. Je trouve ça trop bien. Ouais, très cool. Donc ouais, voilà. Donc ça, un livre en préparation qui sort bientôt. Oui. Création de contenu toujours à fond. Ouais. Avec des nouveaux artistes qui arrivent bientôt. Si elle trouve un associé, se lancer dans ce bar à vin pâtisserie. Ça, ce serait plus dans les 5 ans, tu vois. Comme ça. Franchement, on s'est enregistré. Ouais. on prend acte 2024, donc en 2000... Attends, 28, 29. Oh là là.
T'as jusqu'à 2029. Les gens verront cette vidéo, ils diront putain, elle a réussi. Ça, c'est stylé. Putain, maintenant je dois faire ça avant 2029. C'est tacté. On va finir sur une petite question-réponse. Oh là là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tu as déjà pleuré devant un film? Bon, oui. Souvent. C'est quoi le dernier? Sur lequel t'as pleuré? Je crois que c'était Le goût de la vie avec Catherine Zeta-Jones. Est-ce que t'as déjà utilisé la notoriété pour avoir des avantages? Bah, un peu tous les jours. Hein. Attends, quand je vais manger au resto gratos, c'est grâce à mes abonnés. Tu dis quoi? Tu dis est-ce que ça vous dirait un placement ou Ah bah c'est souvent eux qui me contactent, tu vois. Et des fois tu vas manger et tu fais Je suis invité, tu vois. Et tu fais une petite pub, une petite story et tout. Hein. C'est cool, hein. Franchement c'est beau la vie. Hein. Ouais, y a pire. Est-ce que t'as déjà triché pendant des examens? Franchement, je crois Franchement, quand je me dis que le truc illégal que t'as fait, c'est juste ne pas payer ton ticket au tram, je te vois pas tricher à des examens. Non, je crois pas. T'as pas la tête d'une tricheuse. Non, je suis un peu trop honnête. Est-ce que selon toi, l'argent fait le bonheur? Non, alors, une phrase que ma belle-mère nous a toujours répétée. L'argent n'enlève ni la souffrance ni la frustration, seule la qualité de la relation humaine rend heureux. Wow. Et moi, je rajoute souvent, mais l'argent y contribue. Est-ce que les commentaires des haters t'affectent? Ça me fait rire. Je me dis, vraiment, ils s'ennuient, genre. Mais moi, il y a des trucs, ça me fait péter de rire. Est-ce que quand on est pâtissière, on reçoit des messages de haters? J'ai du mal à imaginer des haters de pâtissière. Elle a vraiment utilisé du Diplomatico dans sa crème. Mais mon Dieu, elle doit être riche quand même pour utiliser ça. Et le Diplomatico, c'est pas vraiment du rhum. Oh, mais du coup, elle a mis des blancs d'œufs à la place des jaunes. Putain, mais t'avais dit 3 grammes au lieu de 20. Voilà. Non, en vrai, j'ai pas... si, j'ai déjà eu des trucs en mode petite bobo, richou, truc. Bon, je m'en fiche en fait. Ah ouais, vraiment les haters des pâtissières. Non mais grave, genre, je me dis juste... Flemme. Ouais. Par contre, j'ai des hommes un peu trop déplacés. Si vous êtes ce genre de personne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelques commentaires, parfois un peu... Sexistes? Non, pas sexistes, mais juste qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, genre. Ah, sur ton physique? Ouais. Des trucs un peu sales. Globalement. Ouais, qui regarde plus ton corps que la pâtisserie? Oui. D'accord, on voit. Et dernière question, est-ce que tu penses que tes parents sont fiers de toi? Oui. Pas d'hésitation. Magnifique. Écoute, merci pour ce podcast. Merci à toi, c'était trop bien. C'était très cool, franchement, on a appris plein de choses. Et comme je t'ai dit, moi, ce que je kiffe dans ton travail, c'est vraiment c'est réinventer la pâtisserie, dépoussiérer ça et moderniser un petit peu des choses qui paraissent un peu vieillissantes, tu vois. Et je trouve que, je dis vous, tu vois, tous ces formes de créateurs, où vous alliez les réseaux sociaux avec la création, avec la nouveauté et tout. Ouais. Et je trouve que vous modernisez la pâtisserie et je pense que ça donne de nouvelles envies, tu sais, même aux jeunes, etc. Tu vois. Je trouve qu'il y a un renouveau de la pâtisserie et je trouve ça génial. Un dernier mot? Tu peux dire ce que tu veux à la caméra, à moi ou à la caméra. Tu peux te vendre, tu peux. Non, je peux pas me vendre, c'est pas mon style. Mais en vrai. T'as kiffé le podcast? Ouais. De ouf, c'était trop cool, j'adore parler, donc en plus avec un setup comme ça, applaudissons. T'as vu ça, c'est quand même la qualité du setting, quoi, incroyable. Non, petit message aux gens qui m'écoutent, croyez en vos rêves, on traverse tous des phases dures, mais en vrai, genre, quand on sait pourquoi on fait les choses, pour moi, il n'y a rien de plus fort, genre... pourquoi additionner au travail et à la persévérance, tu peux que réussir, tu vois. Donc voilà, c'était le petit message d'espoir de fin et merci encore de m'avoir accueilli ici. À bientôt. À bientôt.